Audio. Storybox Audio. Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le show et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale. Alors je vous garantis, n'hésitez surtout pas à prendre des notes. Prenez de quoi noter parce que nous allons avoir une masterclass gratuite. Nous parlerons d'un thème qui affecte de nombreuses personnes. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais vous rappeler que nos livres sont disponibles. Le premier livre que j'ai écrit est intitulé « Le leadership personnel expliqué à tout le monde. 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous ». Dans ce livre, je démontre qu'à l'intérieur de chaque être humain se cache un leader qui n'attend qu'être révélé. Le deuxième livre intitulé « La beauté et les dangers des relations ». Découvrez comment les relations affectent votre vie et comment vous pouvez tirer profit d'elles. Dans ce livre, je vous aide à mieux choisir vos amis, également à vous préparer aux différents changements qui parviennent dans nos relations et comment faire face aux rejets, aux déceptions, aux trahisons. Alors, si vous voulez vous procurer ces livres, n'hésitez pas à contacter le 076 33 67 11 et si vous êtes en Afrique et ailleurs dans le monde, allez sur le site Église Shop et ils vous livreront ces deux livres qui transformeront vos vies. Alors, sans plus tarder, la parole est au coach Kessani qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Clet. Bienvenue dans le show. Merci et surtout merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de pouvoir m'exprimer à travers cette brillante initiative. Avant d'aller plus loin, coach, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis Bénédicte Kessani, je suis coach certifiée en leadership et en développement personnel et enseignante des grandes écoles. Fondatrice d'un cabinet entrepreneur également, fondatrice d'un cabinet qui s'appelle BK Consulting. Et BK Consulting fait essentiellement dans la formation liée au management, leadership, développement personnel. On organise des team building en entreprise et on accompagne aussi des personnes en termes de coaching. Ah bah écoute, je sais que tu es une personne qui ajoute de la valeur au travers de tes formations et je n'ai aucun doute que nos auditeurs seront enrichis au travers de cet échange. Je te remercie. Et l'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on parle de la confiance en soi, c'est parce que j'ai découvert que 85% de la population mondiale a un problème d'estime, de confiance. Selon toi, à quoi c'est dû? Je pense qu'avant de revenir sur les causes du manque d'estime, il est important de revenir d'abord sur les notions pour que l'on comprenne qu'est-ce que l'estime de soi. En revanche, qu'est-ce que c'est la confiance en soi. Alors, lorsqu'on parle d'estime de soi, on voit beaucoup plus la valeur intrinsèque de nous-mêmes. Je prends un paquet d'haricots qui coûte 500 francs. Lorsque je fais le parallèle à la personne, qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux peut-être pas de l'argent, mais j'ai une valeur. Et cette valeur-là, elle est liée à l'estime que j'ai de moi-même. Lorsqu'on parle de la confiance en soi, on voit beaucoup plus la capacité de faire un certain nombre de choses. On voit à l'intérieur tout ce qui est compétence. Et lorsqu'on parle de compétence, on voit le savoir qu'on acquiert, le savoir-faire, donc la technicité, et le savoir-être qui a trait avec le mindset. Parce que finalement, l'état d'esprit dans ce qu'on fait va compter pour, en réalité, 90 et 95%. Si l'état d'esprit n'est pas assez fort, tout ce qu'on fait aura tendance à se déconstruire parce qu'on n'a pas travaillé en réalité notre état d'esprit. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que
les personnes manquent d'estime d'elles-mêmes. Et les deux notions sont interconnectées. L'estime de soi et la confiance en soi sont interconnectées. La première chose, je pense que c'est lié à l'environnement dans lequel on grandit. Lorsqu'on a des parents ou lorsqu'on a eu des parents qui passaient le temps à nous rabaisser, ça me fait penser à quelque chose. Dans un des forums dans lequel je suis, j'ai vu une histoire d'un jeune garçon qui s'est suicidé le jour de l'anniversaire de sa mère. Wow. Et il a laissé une lettre en disant à sa mère que je pense que je vais te libérer. Parce que la mère, en longueur de journée, c'était le rabaissement, le père qui est parti, la frustration. Donc tout ça, elle déversait Sur l'enfant. sur l'enfant. Et lorsqu'un enfant, c'est un exemple parmi tant d'autres, grandit dans cet environnement où il a l'impression de ne pas avoir sa place là où il doit être, où il se sent rejeté, il ne peut pas bien grandir. Et l'enfant qu'il est aujourd'hui sera l'adulte de demain. Il sera le parent de demain. Mais en tant qu'adulte, en tant que parent, si tu n'as pas reçu justement ces éléments clés qui te permettaient, toi, de pouvoir bien grandir et de transmettre comme valeur à tes enfants, ça ne va pas être évident. Donc pour moi, la première cause, c'est l'environnement. Ce sont les parents, ce sont les membres de la famille. Ou même les amis, au fur et à mesure qu'on grandit. Ensuite, on a les événements de la vie. Ça, il faut le dire. Je veux prendre le cadre relationnel. Lorsque vous avez été dans des relations toxiques, où on vous a souvent brisé, on vous a dit que vous n'étiez rien, que vous ne feriez jamais rien, il se passe une chose, c'est que vous vous appropriez la réalité des autres. Leur réalité devient votre propre réalité. Et là, ça pose problème parce que c'est une croyance que vous avez aujourd'hui, parce que vous vous l'êtes approprié. Donc pour vous, il est impossible de pouvoir avancer, de pouvoir reculer. C'est comme si vous vous retrouvez à un carrefour sans trop savoir où il faut partir. Donc les relations toxiques jouent également un rôle. Après, il y a le fait aussi d'avoir essayé et essayé encore, où on se rend compte qu'on n'y arrive pas du tout. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre. On ne peut pas dépasser ce plafond de verre-là. Ça aussi, ça peut causer le manque d'estime, le manque de confiance, parce qu'on se dit, mais on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher? Donc les raisons, en fait, sont multiples. Comment je vais les catégoriser? C'est vraiment en fonction de votre vécu, c'est en fonction de votre histoire, c'est en fonction de votre expérience, c'est en fonction d'un certain nombre de choses qui fait en sorte qu'on manque d'estime de nous-mêmes. Mais il n'y a pas de... Je vais dire les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que les cas sont différents. Vous pouvez venir à moi en me disant, Bénédicte, j'ai un problème d'estime de moi-même. Je ne vais pas généraliser, parce que je vais d'abord chercher à comprendre votre environnement. Parce que ce qui a pu causer le manque d'estime ou de manque de confiance chez vous va être totalement différent chez une autre personne. Ah ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a, parce que je sais que tu as un cabinet, qu'est-ce qui t'a conduit à être dans ce domaine, à former, à vouloir aider les autres, à avoir confiance en eux? Je pense en toute honnêteté que tout commence par mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle, et quand je parle d'histoire personnelle, à un moment donné de la vie, chacun arrive à la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins, on se pose un certain nombre de questions. Quelle est ma réelle mission, surtout? Et ça a été un des déclics, c'était cette question. Quelle est ma réelle mission? Je suis là, c'est pour faire quoi? Est-ce que je suis venue accompagner les autres? Je voyais les autres se déployer, je voyais les autres à la télévision, je voyais les autres faire des choses extraordinaires, mais je ne savais pas ce que j'étais venue faire. Mais dans le chaos, je veux mettre comme ça, dans lequel je me trouvais, parce que finalement, beaucoup de choses ne fonctionnaient pas entre ce qu'on a prévu, les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, on prend le temps de se poser, on prend le temps de s'asseoir et de pouvoir se poser les bonnes questions.
Qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas? Et donc, dans ce travail de chercher les éléments de puzzle qui me permettent d'avoir un puzzle complet, je me rends compte que, il y a quelque chose à faire là. Partant de mon histoire, j'ai beaucoup servi en tant que bénévole, que ce soit dans les organisations, dans les associations et même de manière personnelle comme ça. Et j'ai été au front, discuter avec les personnes, échanger avec des personnes, former les personnes de manière bénévole. Et quand je le faisais, il y avait ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'apporter de la valeur. Et tu l'as bien dit au début de l'émission, d'apporter de la valeur. Et lorsque je rentrais chez moi, j'avais cette satisfaction-là que j'ai été utile à la vie de quelqu'un. De l'autre côté aussi, je voyais beaucoup de personnes en souffrance. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas marqué sur le front. On voit des personnes qui sont belles, qui sont bien habillées, on estime que tout va bien. Mais je voyais beaucoup de personnes en souffrance et je me disais, mais comment en fait il faut aider ces personnes-là? Sans même savoir les tenants et les aboutissants de la carrière que, je veux dire, le couloir que ma vie devait emprunter, j'avais déjà cet amour-là de l'être humain, de comment faire pour aider. Et c'est au fur et à mesure que j'ai avancé que les choses ont commencé à trouver en fait leur propre voie. Et simplement, je m'autorisais. Plus je m'autorisais, plus je trouvais ma voie, jusqu'à ce que j'ai eu la brillante idée de mettre en place le cabinet en auto-entrepreneur et de continuer dans tout ce qui est formation et dans tout ce qui est coaching. Alors, est-ce que les gens viennent se former? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils ont cette facilité à se faire former sur des questions, sur des mots qui affectent leur vie? Je suis mitigée. Il y a entre oui et non. Oui, parce que vous avez sur les 100%, je prendrais 10% qui comprennent ou les 10% comprennent la nécessité de se faire former ou de se faire accompagner. Et les 10 personnes qui arrivent parce qu'elles ont un problème. Elles ne viennent pas juste pour vos beaux yeux. À un moment, elles prennent le temps de s'asseoir et elles estiment que il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai essayé par moi-même, je n'y arrive pas, ça ne passe pas. J'ai besoin de l'accompagnement d'un professionnel. Et c'est là où les personnes arrivent. Elles arrivent en étant à un point A, elles ont un objectif, c'est d'arriver à un point B. Donc il y a cette trajectoire de développement personnel, d'envie de travailler peut-être sur les émotions, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, c'est dépendamment des cas. Maintenant, il y a 90 autres personnes qui ne viendront pas naturellement. Quand je dis elles ne viendront pas naturellement, ça n'a rien de stéréotype, mais la réalité est que investir dans un tissage ou dans une chaussure qui vaut 300 000, la personne a le produit final dans ses mains. Investir dans quelque chose qui n'est pas tangible, parce que ce soit la formation, que ce soit le coaching, c'est la matière grise, les gens ne comprennent pas forcément. Donc, si les personnes ne comprennent pas les enjeux de se faire former au-delà de la formation initiale qu'on a déjà, ça pose problème. Et la culture aussi n'aide pas forcément parce que la culture dit quoi? Quand je suis partie à l'école, j'ai terminé, c'est terminé, les cahiers. Je vais encore aller. Plus besoin de lire, plus besoin voilà. de... Pourquoi encore me former? Par contre, ce sont les entreprises qui comprennent l'intérêt de former leur personnel, qui investissent dans la formation de leur personnel. Mais les individus, c'est vraiment très, très, très lent. Wow. Parce que tu sais, je suis assez triste lorsque je vois, par exemple, des adultes. C'est bien, mais je suis triste de voir des adultes assister, par exemple, à des conférences sur la confiance en soi. Et ça montre quelque part, il y a un problème. Et quand je vois cette image, je me pose toujours la question de savoir quel est l'état émotionnel, par exemple, de leurs enfants. Parce que si un adulte, un père, une mère a ce genre de problème, quel sera l'état
de leurs enfants. Et si les gens ne se lèvent pas et se rendent compte de leurs problèmes, est-ce qu'on ne court pas le risque de transmettre nos doutes, nos insécurités, nos peurs, voilà, nos défis émotionnels aux enfants? Absolument, ce que tu dis est très pertinent, je suis en accord avec toi. L'adage dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et j'ai envie de dire, le parent ne peut donner que ce qu'il a. Il ne peut pas faire en fait la magie. Si naturellement pour un parent, il n'a pas l'habitude de faire un câlin par exemple à ses enfants, ou bien ce n'est pas dans ses cordes, ce n'est pas dans son éducation, il ne fera pas un câlin parce que c'est pas son discours, c'est pas naturel en fait chez lui. Si pour toi, montrer l'amour à tes enfants, c'est payer l'éducation, c'est acheter les habits, c'est nourrir les enfants, mais ça va s'arrêter à ça. Maintenant, tu as un autre parent qui est là, qui se dit, au-delà de tout ça, je pense qu'il est important de passer un moment de qualité avec mes enfants, parce que c'est important. Je pense qu'il est important de dire à mes enfants, est-ce que tu sais que je t'aime parce que c'est important. Je pense qu'il est important de dire, lorsque l'enfant a bien fait, de pouvoir encourager cet enfant-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va constater? L'enfant peut bien travailler à l'école. Pour un parent qui n'a pas le référentiel de pouvoir féliciter le travail, l'enfant va avoir l'envie de se déployer toujours et toujours et toujours pour prouver quelque chose à ses parents, à son père ou à sa mère. Mais le père ou la mère, pour l'un ou pour l'autre, c'est naturel que l'enfant travaille. Mais l'enfant travaille dans l'attente d'un « tu as bien fait, il faut continuer comme ça ». Mais si ces parents-là n'ont pas ce référentiel-là, ce n'est pas évident. D'où la nécessité de que chaque parent prenne la responsabilité de faire l'état de lieu de où est-ce que je me trouve en ce moment. Je veux encore entrer sur le plan culturel. Ce n'est pas facile dans notre environnement, dans le contexte où en tant que Bantou, qu'un parent vienne s'asseoir avec son enfant et commence à raconter voici ce que j'ai vécu, voici, etc., les blessures, les frustrations, etc. Ce sont des choses en général qu'on garde. Sauf que l'enfant qui ne sait pas ce qu'on a vécu va essayer d'imaginer. Peut-être, mais on n'a pas les bonnes réponses, ou du moins les enfants n'ont pas de bonnes réponses. Donc ces enfants-là grandissent aussi avec des blessures, parce que finalement, le père ou la mère n'a jamais eu, n'a jamais eu le courage d'expliquer à cet enfant les raisons de X ou les raisons de Y, ben l'enfant tire ses propres conclusions. Donc, vu que le débat n'est pas forcément naturel, et même lorsque l'enfant essaie de confronter, peut-être de la plus belle des manières, parce que l'enfant n'a pas des réponses, l'enfant estime que j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin, qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Tiens, poli, un enfant ne pose pas les questions, tu poses trop des questions. Mais pourtant, à juste titre, peut-être l'enfant a juste besoin d'avoir des éléments de réponse. Donc, il y a le principe de responsabilité qui va jaillir à cet instant où le parent lui-même doit d'abord se faire comme une autocritique. Où est-ce que je me situe aujourd'hui? Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Parce que si le parent n'est pas en paix avec lui-même, même dans l'éducation de l'enfant, ce parent aura tendance à être très dur, aura tendance à être sur la défensive et l'enfant ne comprend pas forcément. Mais c'est parce que ce parent-là a ses propres démons avec lesquels il est en train de lutter. Et l'enfant ne comprend pas forcément parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le parent n'explique pas, voici en réalité ce qui est, ce qui n'est pas, etc., etc., pour avoir les bons éléments de réponse. Donc, c'est la responsabilité de chaque parent ou de chaque enfant de pouvoir déterminer où est-ce que je me situe aujourd'hui. Et pour faire ce travail, c'est assez simple. Est-ce que sur une feuille A4, par exemple, quelles sont les blessures que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je suis une personne en colère? Est-ce que je suis une personne frustrée?
Est-ce que je suis une personne à qui on a toujours, la parole n'a jamais été libérée? Est-ce que je suis une personne à qui on a fait beaucoup de mal, mais j'ai jamais eu la possibilité de mettre des mots sur justement ces difficultés que j'ai rencontrées? Quel est le type de personne que je suis? C'est en général ce type de questions qu'on doit être capable de pouvoir se poser. Maintenant, s'il n'y a pas des informations qui jaillissent, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on se pose ces questions et que notre attention est dirigée sur des points spécifiques, il faut commencer à s'intéresser à ces points-là. Et si on estime que ces points-là sont difficiles à gérer, à ce moment-là, on fait appel à un professionnel. Mais je vous assure que beaucoup d'enfants, par rapport au métier que je fais aujourd'hui, et ce depuis 2016, j'ai eu le temps de rencontrer plusieurs cas et beaucoup d'enfants marchent avec des blessures. Beaucoup d'enfants rentrent même dans des relations, ce sont des enfants qui sont devenus aujourd'hui adultes, rentrent dans des relations avec des blessures. Mais lorsque ces personnes rentrent dans des relations avec des blessures, qu'est-ce qu'elles vont donner en relation? C'est pas sûr que ce soit quelque chose de... Voilà, vous entendrez souvent parler de dépendance affective. On va tirer chez le partenaire parce qu'on est à la recherche de quelque chose. Mais cette recherche-là, en fait, en réalité, ça doit commencer par nous-mêmes. Si on n'arrive même pas à être heureux avec nous-mêmes, on ne va pas être heureux avec l'autre. On va avoir tendance à puiser jusqu'à ce que l'énergie de l'autre, mais complètement, je les appelle les draineurs d'énergie en fait. Tu tires tellement que l'autre se sent vide. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas encore réussi à régler tes irrésolus internes. Wow. Tu as parlé justement de ces blessures émotionnelles, de ces enfants qui souffrent. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il est facile, tu as coaché plusieurs personnes, est-ce qu'il est facile de changer dans la mesure où, imaginez un seul instant que un enfant qui a toujours entendu écouter ses parents à la maison le dévaloriser, dire qu'il est bête, dire qu'il n'est pas intelligent, dire qu'il est têtu, qu'il a une grosse tête, qu'il a un gros nez, qu'il n'est pas beau, etc. Et finalement, est-ce qu'il est possible de changer du jour au lendemain lorsqu'on a par exemple passé 20 ans être dévalorisé? C'est pas du tout facile, je vais pas mentir. C'est un gros challenge, mais derrière, il faut d'abord une prise de conscience. La prise de conscience de pourquoi c'est important pour moi de pouvoir changer. Pourquoi c'est important pour moi d'aspirer à quelque chose de nouveau. Pourquoi c'est important pour moi de quitter de ce point et aller à un point B. Parce que si la raison fondamentale n'est pas trouvée, dès qu'il y aura les backslides, c'est-à-dire les moments de chute, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retomber tout simplement parce que vous allez vous dire à quoi ça sert en fait. Dans tous les cas, ça fait 20 ans que j'entends la même chose. Rien ne va changer. Mais tout commence avec la prise de conscience, la responsabilité de se dire que j'ai le droit et c'est mon engagement. Personne à l'extérieur ne me doit quelque chose. Si je ne m'en sors pas de cette situation, personne d'autre ne le fera. Ensuite, il y a ton engagement personnel. L'engagement personnel, tu ne peux pas avoir, c'est Tony Robbins qui dit, you need to do your push-ups. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'aller en salle de sport pour toi et attendre que c'est toi qui aies le résultat. Ah non, il faut payer le prix. D'où l'engagement de manière constante. Parce que le changement est progressif. Ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 3 jours, ce n'est même pas en 4 jours. Mais il faut de la discipline, dans la discipline, la constance, le vouloir, l'envie de vraiment changer de vie. Vous savez, c'est juste pour faire un parallèle. Quand tu veux véritablement changer de vie, tu es capable de faire l'extraordinaire. Si quelqu'un te dit, je ne sais pas, il y a 10 ans en arrière, je veux prendre un exemple en rapport avec moi. Je suis allée étudier en Afrique du Sud. Et je n'étais pas partie avec la bourse de l'État. C'est juste pour faire comprendre. Je voulais prendre un autre exemple, mais je veux prendre un exemple qui m'est propre.
parce que je pense que ça peut enseigner. Et donc, je ne suis pas partie avec la bourse de l'État. À cette époque-là, c'est ma mère qui m'avait envoyée à l'étudier. Donc, j'ai fait mon année de langue. J'ai fait la première année, j'ai fait la deuxième année. Ensuite, il n'y avait plus l'argent pour aller à l'école. Et donc, j'ai passé une année sans partir à l'école. De cette année, j'ai appris à faire des gâteaux. J'ai appris à faire du lait que je revendais. Mais ça ne me permettait pas de payer la scolarité parce que l'école était très chère. On était dans les 3 millions. J'étais dans un institut privé. Mais j'arrivais à payer mon loyer. Et ensuite, au bout d'1 an, je me dis, je ne veux pas continuer comme ça parce que je voyais comment ma maman devenait malade, elle stressait, moi je stressais, les conditions étaient vraiment difficiles. Je me dis, il faut repartir au Gabon. Donc je reviens. Quand je rentre, la première chose que j'ai en tête, il faut que je trouve un travail. Tout à l'heure, je vous parlais de l'état d'esprit. Il faut que je trouve un travail. Parce que là, je n'ai plus le droit de dire que je vais dormir sous mes l'oreiller. Parce que si je dors là, en fait, je n'ai personne pour m'aider. Ma mère est en difficulté, je n'ai personne pour m'aider. Il va falloir que je me cherche. Et donc, j'ai commencé à me chercher. J'ai été hôtesse. Donc, j'allais à l'aéroport. Je servais dans des mariages. J'ai fait ça. J'ai travaillé en tant que réceptionniste, j'ai travaillé en tant qu'assistante. J'avais une seule idée, c'était de mettre l'argent de côté pour financer ma scolarité. J'ai eu le bac en 2005. J'ai terminé l'école en 2021 avec un exécutif MBA. L'argent est sorti de ma poche. C'est ça le principe de la responsabilité. J'aurais pu dire que c'est bon, l'école, je n'ai pas pu terminer, je m'arrête là. Mais ma vision était laquelle? Je ne peux pas rester là. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont eu le bac en même temps que moi, mais qui ont fini 4 ans plus tard, qui ont fait un parcours. Mais je reste consciente que le parcours de tout un chacun est individuel. Mon parcours n'est pas forcément le parcours de l'autre. Il va falloir que je m'aligne par rapport à mon histoire, que je trouve mes propres voies et que j'apprenne à me battre. Et je suis bien contente de ces épisodes en fait, de ma vie parce que finalement, je sors de là, je ne suis plus la même personne. J'ai appris à me battre, j'ai appris à oser, j'ai appris à... Vous savez, lorsque vous faites sortir l'argent de votre poche, c'est jamais la même chose que lorsqu'on vous donne de l'argent. Vous gérez mieux? Vous gérez mieux. Vous apprenez la nécessité de l'argent, qu'on ne doit pas gaspiller de l'argent n'importe comment. Donc, tout part de cette volonté personnelle-là du changement. Je peux être à cette étape aujourd'hui, mais ça ne définit pas que demain, je serai encore à cette étape-là. Demain, je peux aller plus loin. Mais je peux aller plus loin si je prends la décision d'y aller, si je mets les ressources nécessaires à contribution. Ressources nécessaires à contribution, je peux parler du temps, je peux parler de l'argent, je peux parler du cercle même des personnes qui m'entourent. Ça, c'est important. Parce que finalement, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, et pour faire le parallèle avec la question que vous m'avez posée, pour la personne qui a entendu des choses mais vraiment difficiles pendant 20 ans, son cercle immédiat doit être choisi. Parce que si vous continuez à avoir des personnes qui vous dévalorisent, ce n'est pas évident. À cet instant, vous avez besoin d'avoir des personnes positives autour de vous qui vous challengent et qui vous disent « c'est possible de pouvoir avancer. Tu as le droit de t'autoriser de pouvoir avancer. » Mais en t'écoutant parler, et moi j'ai une question qui me vient. J'ai le sentiment, et ça c'est en fonction des analyses que j'ai faites, très peu de personnes arrivent à ce niveau d'éveil, de conscience, de responsabilité, de se dire c'est ma vie, je dois absolument changer. Je ne sais pas, quel serait le message ou les conseils que tu donnerais à ces personnes-là qui ont toujours qui ont du mal à se poser les bonnes questions. Quel serait ton message à ces personnes? Alors, Claire, en toute honnêteté, je pense que tout est question de priorité. Tout est question de priorité. Quelle est l'orientation que j'ai envie de donner à ma vie? Quelle est la personne que j'ai envie de devenir? Et surtout, tu l'as dit, c'est se poser les bonnes questions. Parce que si finalement on ne se pose pas de bonnes questions, ça ne va pas être évident. Donc, tout réside dans la capacité de se poser les bonnes questions. Et
d'être discipliné, d'être engagé dans ce que l'on fait et surtout d'avoir l'envie de changer et l'envie d'être une nouvelle personne, l'envie de pouvoir investir même sur soi-même. Parce que c'est lorsqu'on décide de pouvoir investir, parce que on est d'abord une ressource, nous-mêmes. Lorsqu'on décide, c'est comme une fleur. Une fleur pour grandir, elle a besoin de l'eau, de terre, de soleil, de beaucoup de choses en fait pour pouvoir grandir. Mais nous aussi, en tant que personnes, on a besoin de pouvoir investir sur nous-mêmes. Maintenant, lorsqu'on ne comprend pas la nécessité de l'investissement sur nous, à ce moment-là, ça pose problème. Vous savez, il y a 2-3 jours, j'ai réalisé quelque chose. Je suis en train de suivre un programme en ligne qui me prend énormément de temps. Énormément. Il m'arrive de dormir sur ma machine. Wow. Parce que c'est tellement prenant. Et j'étais en train de dire, vous savez, pendant ce temps, il y a d'autres qui disent « Ah, on va aller faire ceci, on va aller faire ceci. » Mais dans le silence, on ne sait pas ce que les uns et les autres font. Ouais. Voici un investissement. J'aurais pu faire autre chose, mais je décide de suivre ce programme-là parce que je sais que c'est relevant et c'est pertinent pour moi. Donc, tout dépend vraiment des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Une fois que vous avez identifié votre priorité, ben, les choses commencent à s'emboîter d'elles-mêmes. Donc, les amis, identifiez vos priorités. Mais tu sais, après, on va avancer, mais cet aspect me tient énormément à cœur et ça m'affecte. Parce que quand on parle de famille, tu vois, je ne sais pas si tu as entendu parler du concept de la 5e colonne, ce concept qui a été utilisé par l'armée espagnole qui veut simplement dire que lorsque dans une armée, en fait, vous avez des infiltrés. Donc, pendant que vous allez en guerre, en réalité, les personnes qui vous détruisent sont les ennemis qui sont dans vos propres camps. Et j'ai l'impression que, voilà, en grandissant, on essaie d'accomplir des projets, on essaie de poursuivre une vision, d'accomplir des objectifs. Mais sauf que notre ennemi ou nos ennemis ont réussi à mettre des pions en commençant par nos relations, par les personnes qu'on admire, par les personnes qu'on respecte, qui sont nos parents. Et ces personnes ont commencé à nous dévaloriser. Du coup, on part avec des handicaps. On va accomplir des rêves, mais sauf qu'on n'a pas confiance en nous. On veut découvrir nos visions, faire des grandes choses, mais sauf qu'on ne croit pas en nous. Et il y a une coach qui disait que l'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à accomplir nos objectifs, c'est parce que nous ne nous estimons pas assez capables d'accomplir ces objectifs. Quel est ton regard sur ça et surtout, comment est-ce que les parents aujourd'hui peuvent aider les enfants à avoir confiance en eux? Je n'avais pas déjà entendu parler de la 5e colonne, donc merci. Je viens d'apprendre quelque chose. Je ne vais pas d'abord aller vers le parent, je veux d'abord aller vers l'enfant. L'enfant qui grandit, en replaçant le contexte du principe de responsabilité de cet enfant. Et qu'il essaie de pouvoir changer le système de croyances et de valeurs. Parce que tout se passe ici. C'est vrai que les parents ils ont une part de responsabilité. Mais chacun de nous avons notre part de responsabilité. Ça veut dire qu'à ce jeune, à cet adulte, à cet enfant qui aura l'opportunité de regarder cette vidéo, quel est le système que je vais mettre en place de telle sorte que lorsque mon père, lorsque mon ami, lorsque mon partenaire de vie me rabâche à longueur de journée que je ne suis rien, que je vais arriver à rien, ça rentre ici et ça sort là. C'est quoi le système que je mets autour? C'est quoi le système? Est-ce que les parents ont dit, vous ne les choisissez pas. Ce sont vos parents. Les amis, vous pouvez les choisir. Mais quel est le système que je veux mettre en place? Si je sais que mes parents sont draineurs d'énergie, à chaque fois que je veux discuter avec eux, que je vais échanger avec eux,
ok, quel est le système que je mets en place? Pendant 15 ou 20 minutes, j'ai mon père qui va me parler. Je sais que lorsque je ressors de là, ça va être terrible. Parce que je veux me sentir fatiguée. Je veux me sentir très mal. Je veux me sentir comme si on m'avait vidé en fait d'une énergie. Et ça arrive. Quand je sors de là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à la rencontre de quelqu'un avec qui je vais échanger sur ce que je viens de vivre? Ou est-ce que je décide de faire table rase? Décider de faire table rase, c'est que j'ai écouté des choses, je veux me débarrasser de ces choses-là. Ça, l'enfant, l'adulte qui écoute, s'il a la possibilité de pouvoir le faire, ben, c'est déjà commencé par là. Parce que ces membres de la famille, c'est souvent un peu difficile de se détacher de ces personnes-là. Mais vous avez d'autres personnes qui n'ont pas de problème. Si elles estiment que j'ai l'impression qu'en fait, je vous donne ça, mais vous me prenez ça, s'il faut un temps que je me sépare de vous pour me reconstruire, ces personnes n'hésiteraient pas. Elles le font parce que c'est important pour elles qu'elles puissent se construire. Maintenant, pour des personnes qui n'ont pas la force de se détacher émotionnellement de leurs parents, qui estiment que les parents doivent être là, parce que, vous savez, même dans la Bible, honore ton père et ta mère. On ne te dit pas si ton père se comporte bien, s'il se comporte mal. Donc, si vous avez la grâce d'avoir des parents qui se comportent bien, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas la grâce d'avoir des parents qui se comportent bien et qui sont des parents toxiques, mettez autour de vous un système qui va faire en sorte que lorsqu'il vous accule de tout ce qu'il y a de mauvais, de tout ce qu'il y a de méchant, lorsque vous ressortez, mais que ça reste en fait là où ils ont dit et que vous prenez en fait une nouvelle orientation, une nouvelle voie. Maintenant, la nouvelle orientation et la nouvelle voie que vous prenez, c'est le système, ce sont les amis que vous allez avoir autour, c'est votre capacité à méditer, par exemple. Si vous méditez, c'est votre capacité, si vous priez, allez prier. En tout cas, chacun, ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour l'autre. Mais chacun doit être capable de pouvoir identifier quel est le système qui fonctionne pour moi. De telle sorte que ces personnes qui tirent de l'énergie chez moi ne m'atteignent pas. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Est-ce que lorsque j'arrive, voilà, ça peut paraître vraiment bizarre, mais je me parle à moi-même et puis je me dis, en allant, je n'ai pas envie que mon énergie soit dispersée. Je vais rendre visite à mes parents, je vais rendre visite à mes amis. Il faudrait que je ressorte. Mais je suis en train de me parler à moi-même, que je ressorte intacte, que je sois dans de bonnes dispositions. Et je refuse que mon énergie soit dispersée. Maintenant, quand vous sortez de là, si vous avez l'impression que votre énergie a été dispersée et vous vous sentez vide, quel est le moyen que vous avez là, à cet instant, pour vous recharger, pour recharger vos batteries? Maintenant, pour ceux qui croient, vous diront, j'ai besoin de me ressourcer dans la prière. Pour d'autres, j'ai juste besoin de me retirer. Pour d'autres, j'ai peut-être besoin d'écouter des vidéos de motivation. J'ai besoin d'écouter des prédications. J'ai besoin d'écouter... En fait, c'est chacun qui trouve son élan. Ou bien peut-être juste aller marcher, prendre des badames. Moi, j'aime bien aller à la plage, prendre des badames pour... Voilà. Qu'est-ce qui va pour moi, qui peut m'aider? Voilà, qu'est-ce qui marche pour moi et qui peut m'aider justement à respirer. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui peut m'aider, moi? Wow. Ok, effectivement, je vois. Maintenant, comment les parents peuvent faire, avant qu'on avance, comment les parents peuvent faire pour protéger cet enfant? Parce que là, on part dans la perspective où une personne est devenue adulte et qu'elle a les moyens de choisir les mécanismes pour se protéger. Mais lorsqu'on est enfant, on est vulnérable. Les seuls repères que nous avons sont nos parents, sont nos grands frères, sont nos grandes sœurs. Maintenant, comment ces personnes peuvent faire pour protéger un enfant, pour que sa confiance, l'estime qu'il a de lui ne se détruise pas en fait? Comment les parents peuvent aider l'enfant? Ça commence d'abord par la prise de responsabilité et surtout être consciente que ce que j'apporte à mon enfant est un plus. Et dans son développement et dans son devenir, être conscient que l'école apporte une partie,
mais l'environnement dans lequel l'enfant va grandir, ou là où l'enfant se trouve, joue aussi pour beaucoup. Lorsque vous avez un enfant de 3, de 4, de 5, 6 ou 7 ans qui revient de l'école avec son cahier et vous dit « Papa, regarde le O que j'ai fait. Papa, regarde le A que j'ai écrit. Maman, regarde ceci, etc. » Et puis vous dites à votre enfant « Ah, par là-bas, moi je suis fatigué. » C'est différent de ce parent qui prend la responsabilité et dit à son enfant « Ah, mais c'est toi qui as écrit ça. C'est toi qui as fait ça. Mais c'est super, on va applaudir pour toi. » C'est deux choses totalement différentes. Entre l'enfant qui arrive et qui se dit « si je repars chez maman, c'est sûr qu'elle va encore me chasser parce que d'habitude, elle me chasse. » L'enfant n'a pas envie de revenir. Et là, ça crée une barrière. Le parent qui dit à cet enfant « Bravo pour ce que tu as fait. Demain, il faut faire mieux. » L'enfant, quand il est à l'école ou dans l'environnement dans lequel il se trouve, qu'est-ce qu'il dit? Je dois encore travailler 2 fois plus pour que papa m'achète un bonbon, pour que papa me dise c'est bien, pour que papa en fait fasse quelque chose. Et ce qui est intéressant et ce qui est pertinent, c'est que lorsque l'enfant est dans cette dynamique, il a envie de se surpasser. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'attente de lorsque je veux repartir, je vais entendre quelque chose de positif. Donc il y a le vocabulaire qu'on va utiliser est pertinent, est important. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Ça, c'est primordial. Et l'état d'esprit aussi, ça change l'état d'esprit de ces enfants-là. Quand on est dans un dialogue qui est négatif, et l'enfant n'écoute que ce négatif-là, ça pose problème. On a besoin des parents qui insistent sur la beauté. Quand je parle de la beauté, c'est vraiment tout ce qu'il y a de bien que les enfants peuvent faire. Mais c'est aussi des parents qui savent sévir, parce que ça fait partie de notre éducation. Tout à fait, oui. Lorsque l'enfant fait mal, être capable de dire là tu as fait mal, de punir l'enfant. Et lorsqu'il fait Mais bien, lorsqu'il fait bien, de pouvoir reconnaître que cet enfant fait bien. À la base, ces deux choses à la base peuvent drastiquement changer ou avoir un impact dans l'estime de soi et le développement de la confiance en soi chez l'enfant. wow, okay. Choisir le vocabulaire. Ah oui, ouais. absolument. Et savoir encourager lorsque les enfants ont bien fait. Alors, ok, on va avancer dans notre conversation. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. Alors, et si on parlait un tout petit peu du domaine professionnel, comment est-ce que la confiance qu'on a de nous-mêmes peut nous aider à évoluer dans un environnement professionnel, dans notre carrière, dans nos entreprises? La première chose, c'est que vous êtes, lorsque vous avez confiance en vous-même, vous avez la capacité de saisir les opportunités qui viennent à vous. Vous ne serez pas dans une démarche de « Ah, si j'essaye, on va me regarder comment, peut-être que le patron va me chasser, peut-être qu'une personne qui manque de confiance en elle-même sera toujours dans un espace où, en fait, elle ne sait pas comment il faut, est-ce qu'il faut aller là-bas? Elle se pose tellement de questions. Et pendant que vous êtes en train de vous poser des questions, les opportunités sont en train de filer. La personne qui a confiance en elle va se dire « Bon, je ne sais peut-être pas tout, je ne connais pas tout, mais je veux me lancer. Et je veux voir ce que ça va produire. » Et c'est ce que Charlie Church, que j'affectionne particulièrement, c'est son combat. La capacité d'oser, de passer à l'action et d'obtenir en fait ce qui est important pour vous. Donc, la confiance en soi, vous permet de saisir sur le plan professionnel les opportunités qui se présentent à vous. Et même de manière générale, de saisir tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous manquez de confiance en vous-même, ce n'est pas évident. Mais le facteur clé, si vous voulez réussir, un des facteurs clés, pas le seul facteur, un des facteurs clés, si vous souhaitez réussir sur le plan professionnel, c'est la confiance en soi. Un deuxième facteur peut être tout ce qui est compétences de vie. Parce que oui, il y a la confiance en soi, mais il y a d'autres éléments qu'il va falloir développer, tels que travailler par exemple en équipe, tels que savoir écouter les autres,
telles que la dynamique de groupe, ce sont des choses que vous n'avez pas ou qui ne sont pas faciles, ben vous aurez du mal à pouvoir vous intégrer. Donc, il y a d'autres compétences autour, mais bien évidemment, la confiance en soi joue un rôle important dans le développement professionnel. La confiance en soi joue un rôle important dans le développement. Tout à fait. Maintenant, en ce qui concerne ce côté où une personne a des projets qu'elle veut accomplir, je ne sais pas, peut-être cette année, j'ai pour défi de créer une entreprise. Mais voilà, je ne crois pas en moi, j'ai du mal, peut-être que je me dis, bon, j'ai pas assez de fonds, j'ai pas les compétences qu'il faut, etc. Ben, comment cette personne pourrait accomplir cet objectif qui est de créer son entreprise? Bon, la première chose, selon la description que vous faites, ça va se matérialiser par quelque chose, c'est la procrastination. Donc, je serai dans un espace toujours en train de chercher les excuses pour me sentir bien. Sauf que 2 ans vont passer, 3 ans vont passer, 4 ans vont passer, et puis tu as l'impression que l'autre avance et toi tu fais du cheval de bois. Tu n'avances pas. Mais tu n'avances pas tout simplement parce que tu te retrouves confortable en fait dans la zone dans laquelle tu es. Et c'est là la difficulté. Maintenant, comment faire pour contourner ça? C'est commencer à se poser les bonnes questions. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Parce que ce n'est pas une question d'argent. Et je refuse de croire que c'est une question d'argent. Parce que même si tu me dis, dans 2 ans, tu veux ouvrir telle ou telle chose, il te manque combien par exemple? Ok, il me manque 1 million ou bien il me manque 500 000. Quel est le plan que je mets en place pour avoir 1 million 500 000? Peut-être que dans mon armoire, j'ai des vêtements que je peux revendre. Peut-être que j'ai des bijoux que je peux revendre. Peut-être que je peux commencer un commerce avec 500 000. Je vais par exemple à Motuki. Vraiment des choses simples. Je vais à Motuki, je paye, je ne sais pas, 10 ou 15 robes avec 50 000 et puis je reviens. Je commence à vendre une robe par exemple à 5 000 francs. Mais jolie. Ça me fait des entrées. Après, c'est vrai qu'il y a la discipline. Parce que vous pouvez avoir des entrées avec le commerce que vous avez commencé. Mais si vous n'êtes pas discipliné, vous prenez 25 000 que vous venez d'avoir et puis vous vous dites, Joe, on se retrouve là-bas. Mais en fait, c'est de l'argent que vous êtes, le capital que vous êtes en train de constituer pour l'ouverture de votre business. Donc, généralement, ce sont des raisons qu'on trouve. Mais si on décide de pouvoir enlever les raisons, les excuses qu'on trouve, 4 sur table, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour atteindre ces résultats? Si ce n'est pas un problème d'argent, peut-être que j'ai besoin des ressources, le personnel, des ressources humaines. Ok. Dans mon environnement, qui peut m'aider à faire telle chose? Je ne m'en sors peut-être pas en comptabilité, je ne m'en sors peut-être pas dans la gestion de page Facebook, je ne m'en sors... Mais dans mon réseau, il y a certainement quelqu'un qui peut m'aider. Peut-être au début, bénévolement. Et puis, au fur et à mesure, je vais voir comment est-ce que je vais payer. Mais on doit penser, en fait, pour ces personnes-là qui estiment par rapport au cas que vous venez de donner, on doit penser vraiment orientation, résultat. Comment je fais pour avoir du résultat? Comment je fais pour quitter de la posture dans laquelle je me trouve là où je n'ai pas d'argent pour avoir au moins le capital de 300 ou de 500 000 que je cherche? Comment je fais pour avoir les ressources humaines dont j'ai besoin pour mon business? Yannick Ebibié, qui est le directeur de la SING aujourd'hui. Qu'on a d'ailleurs interviewé. Ah bon? Également. Super. Oui. Alors, je pense que c'était en 2017, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat. C'était sur l'entrepreneuriat. Et il avait dit quelque chose de pertinent que je n'ai jamais oublié. Il a dit, commencez petit, mais voyez grand. Et ce que souvent, c'est que les gens veulent commencer déjà grand. Tout le monde veut être déjà grand. Mais il y a le parcours. Il y a le parcours, il faut faire tes preuves, il faut commencer avec petit. Si déjà avec le petit que tu as, tu es fidèle, mais des erreurs que tu apprends aujourd'hui avec le petit que tu as, ben ça va te permettre de pouvoir évoluer au fur et à mesure, grandir avec un chiffre d'affaires plus grand et se servir des erreurs que tu commets aujourd'hui pour faire autrement. Donc, commencez petit, voyez grand, mais ayez la discipline et cherchez surtout à mettre en place quelles sont les actions dont vous avez besoin
pour pouvoir atteindre justement ces résultats. La personne qui continue à pouvoir se victimiser ou à chercher des excuses, c'est qu'elle a envie de rester à cette place-là. C'est qu'elle a envie de rester à cette place. Wow. Absolument. Et donc décidé de quitter cet endroit. Alors, une question pour celui qui a confiance en lui, qui est dans un milieu professionnel ou relationnel, où il est tout le temps voilà, critiqué, rabaissé. Et comment cette personne pourrait faire? Alors, est-ce que la solution serait de démissionner de l'entreprise, changer d'amis? Qu'est-ce que cette personne ferait? Deux choses à mon sens. Soyez vrai et soyez authentique. Deux choses. Maintenant, je suis consciente que lorsque la masse décide d'aller à gauche et que vous seul, vous décidez d'aller à droite, parce que vous avez une certaine conviction, parce que vous portez des valeurs, parce que vous avez confiance en vous, si vous savez que vous êtes sur le droit chemin, continuez. Maintenant, les critiques, vous ne pouvez pas éviter. Vous n'allez pas les éviter. Des personnes qui auront tendance à vous casser les pieds, vous n'allez pas éviter. Parce qu'en fait, vous faites la différence. Tout à fait. Et on a du mal avec ces personnes. Malheureusement, c'est comme ça. Tout le monde veut, si on a dit d'aller à gauche, tout le monde veut aller à gauche. Mais il y a des personnes qui savent que non, en fait, à gauche, ce n'est pas fait pour moi. Moi, je suis censée aller à droite. Mais dans cette différence-là, vous allez croiser sur votre chemin des éléments perturbateurs. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez baisser la garde. Ou bien vous allez vous dire que non, je pense qu'il y a trop d'éléments perturbateurs, je ne vais pas y arriver. Si vous ne continuez pas, ben, vous êtes parti en guerre et puis vous avez, j'oublie le mot technique, capitulé. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé des éléments perturbateurs. Mais c'est à force de résilience que vous arrivez à pouvoir faire quelque chose. Et les autres s'habitueront à vous, mais continuez dans votre rigueur. Continuez dans... En fait, lorsque vous avez choisi d'emprunter un couloir, et tant que vous êtes OK avec votre couloir et vous estimez que vous êtes sur le bon couloir, ben, continuez votre marche. Un jour, ça finira par mordre. Et les gens vont vous accepter parce que c'est votre différence. C'est votre valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Chacun est unique. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Chacun est unique. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que c'est à chacun de trouver sa propre méthode, son propre système, ce qui marche pour lui et tout. Ce qui marche pour toi peut ne pas marcher pour moi. Mais quels sont les... Voilà, si tu devais proposer peut-être un canevas pour aider une personne à avoir confiance en elle. Parce que je regarde souvent des vidéos sur YouTube, on dit qu'il faut voilà, des affirmations positives. Tous les matins, vous vous réveillez, tu te réveilles, tu te regardes sur la glace, tu te répètes, tu es beau, tu es belle, tu es quelqu'un d'important, etc. Quels sont les... Voilà, comment toi, en tant que coach, tu aiderais une personne à avoir confiance en elle, à cette femme qui t'écoute, à cet homme qui t'écoute, qui te regarde actuellement? Bah, écoutez, c'est déjà un très bel exercice, ce dont tu venais de parler. Mais j'ai envie de dire qu'il faut commencer par ce qu'on appelle un état de lieu. Parce que la confiance en soi, pour moi, elle est transversale. Ça veut dire que sur le plan professionnel, je peux être à l'aise, je peux avoir confiance en moi. Et sur le plan relationnel, c'est zéro. Sur le plan, comment je veux dire, académique, je peux me sentir bien parce que j'ai des très bons résultats. Et sur un tout autre plan, par exemple en termes de prise de parole en public, mais je n'y arrive même pas à décoller. Donc, il est important d'abord de faire cet état de lieu-là. Quels sont les compartiments dans lesquels je manque de confiance en moi? Wow, ok. C'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Une fois que j'ai fait cet état de lieu-là, de quoi est-ce que j'ai besoin? C'est la deuxième chose. De quoi est-ce que j'ai besoin pour renforcer la confiance, ma confiance en soi? De quoi est-ce que j'ai besoin? Une fois que vous identifiez vos besoins, il y a ce qu'on va appeler le plan d'action. Quelles sont les actions que je mets en place?
La confiance en soi, finalement, c'est comme un muscle qu'il faut développer. C'est comme un bébé. J'aime bien cette figure, ce bébé qui apprend à marcher. On n'a pas besoin d'être parent pour comprendre le principe. On a vu un neveu, on a vu une nièce. L'enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, on a l'impression que cet enfant va vraiment se faire du mal. Mais dans les 2 minutes qui suivent, c'est l'enfant qui est encore debout et qui continue la marche. C'est pareil avec le principe de la confiance en soi. La capacité de passer à l'action, de faire des choses et surtout d'apprendre. Maintenant, dans ce processus, il va y avoir ce qu'on appelle l'échec. Lorsque moi j'ai découvert ma mission de vie, Bénédicte Kessani est une personne timide à l'origine. Tout ce qui est prise de parole en public, ce n'était pas forcément dans mes cordes. Mais lorsque je réalise que la mission de vie qui est la mienne est beaucoup plus grande que moi. Tu t'imposes à prendre la parole en public. Voilà. Et que je vais avoir des centaines de personnes devant moi, mais il faut me challenger. Ça passe par aller devant un miroir et se dire, par exemple, que je suis capable. Je vais y arriver. Même si les pieds tremblent, vous-même, de votre réalité, vrai, de votre réalité, vous êtes là, vous dites, ah non, ça c'est pas mon niveau, je ne peux pas. Mais tant que vous ne faites pas, vous ne saurez jamais si c'était possible de le faire ou pas. Vous allez d'abord devant 5 personnes, et ça c'est vraiment le principe de passer à l'action. Ça c'est en termes de prise de parole en public. Mais il y a d'autres éléments. Vous allez parler devant 5 personnes, vous voyez ce que ça va produire. Vous allez devant 10 personnes, vous voyez ce que ça va produire. Vous allez devant 15 personnes. Et je vous assure que lorsque vous travaillez sur la confiance en soi, vous devez avoir ce sentiment de « je m'en fous des personnes qui sont autour de moi ». Parce qu'il va falloir vraiment oser l'action. Vous savez, là où les gens ne vous attendent pas, vous devez faire des choses en fait crazy. Des choses folles, inimaginables. Je prends un exemple. Vous n'avez pas l'habitude de dire bonjour à vos voisins. Et vous savez que... Et il faut se donner des défis comme ça pour vraiment vous challenger. D'habitude, vous ne dites pas bonjour à votre voisin ou à vos voisins. Vous vous dites aujourd'hui, je vais sélectionner 5 voisins. Si je les croise en route, je devrais leur dire bonjour. Première chose, c'est que les voisins vont certainement se retourner, mais la dame ou bien le monsieur, il a quel problème? D'habitude, il passe ça, il ne me dit même pas bonjour. Mais vous avez une seule chose, c'est que vous êtes en train de travailler sur vous-même, votre capacité à vous challenger. Donc, l'objectif, c'est de saluer 5 personnes aujourd'hui. Quand vous faites le bilan de la journée, est-ce que j'ai réussi à saluer ces 5 personnes aujourd'hui? Non, je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne réussisse pas à atteindre cet objectif-là? Donc, chaque jour qui passe, vous devez vous challenger sur un certain nombre d'actions. Mais ces actions sont en rapport avec le domaine dans lequel vous décidez de développer votre confiance en vous-même et de travailler votre confiance en vous-même. Si c'est sur le plan professionnel, vous n'avez pas forcément confiance en vous-même, vous vous challengez. Lorsque le patron vous donne des orientations, bien des indications, etc., vous commencez par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de poser des questions, vous commencez à poser les bonnes questions pour avoir des éléments de réponse. Si vous n'avez pas l'habitude de lever votre main en réunion, commencez à lever votre main. En fait, il faudrait qu'il y ait une différence. Lorsque je ne sais pas, je ne peux pas faire mieux. Mais lorsque je sais et je ne décide pas de passer à l'action, ça pose problème. La confiance en soi, le seul remède de mon point de vue, de mon point de vue, de ma conviction, c'est passer à l'action. Si vous voulez vraiment développer votre confiance en vous-même, un des meilleurs secrets, c'est l'action. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je vais apprendre ou qui va me donner en fait une leçon de vie dont j'ai besoin pour pouvoir avancer? Donc, commencez par l'état de lieu. Quelles sont les actions que je mets en place? Et ensuite, même lorsque je n'ai pas envie, c'est aussi ça la discipline. Vous savez, il y a des choses que vous avez envie de faire, vous avez la boule rouge qui s'active, les pieds qui tremblent, la voix peut ne plus sortir. En fait, vous êtes mélangé, mais dans tout ça, vous devez avoir la petite. Quand la petite voix vous dit, tu ne vas pas réussir, dites à l'autre petite voix là que je vais réussir. Je vais le faire. Donc, malgré toute cette peur-là, vous osez quand même. C'est ce qui fait la différence. Plus vous le faites, plus vous apprenez, plus ça devient des automatismes. Et pour justement travailler sur éléments confiance en soi, il faut développer. Il faudrait que ça devienne en fait des automatismes.
Vous rencontrez quelqu'un que vous cherchez à rencontrer depuis 10 ans ou bien depuis 5 ans. La personne est dans l'environnement immédiat dans lequel vous êtes. À partir d'aujourd'hui, allez vers la personne. Bonjour, je me présente. Je suis telle. Ça fait tant d'années que je cherche à vous rencontrer. Vous êtes certainement pressé. Est-ce que je peux avoir votre carte de visite? La personne peut être aimable et vous donner la carte de visite, comme la personne peut dire, ben, je ne vous connais pas. Pourquoi vous me... Mais en fait, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Le maître mot, s'il y a quelque chose que les auditeurs doivent retenir, c'est l'action. Donc, en une fraction de seconde, lorsque l'opportunité se présente, action. Et puis après, si vous pouvez rire de vous-même, riez. Parce qu'il y a des choses, quand vous-même vous remettez à voir, vous dites, ah, quand même aussi, hein, ça c'est quel courage. Mais dans ce courage-là, il y a des choses que vous pouviez obtenir que si vous n'aviez pas osé, vous n'auriez pas obtenu ces choses. Ça, je vous le garantis. Le courage. Et Le courage. Waouh. C'est le courage. Mais comment avoir ce courage? Mais c'est simplement dans l'action. Dans l'action. S'autoriser en fait. S'autoriser. C'est s'autoriser. Je m'autorise à faire. Je m'autorise simplement. Maintenant, s'il faut, et avoir la capacité aussi de rire de ses erreurs, hein. Parce que s'autoriser, c'est une chose. Échouer, c'en est... Excusez-moi. Échouer, c'en est une autre chose. Mais c'est dans l'échec qu'on finit par apprendre. Parce que derrière chaque échec, il y a toujours une leçon à tirer. Peut-être que lorsque je suis allée à la rencontre de cette personne, je n'ai pas su mettre les mots qu'il fallait. Lorsque je reviens de là, je me dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché à cet instant T? Comment j'aurais fait différemment? Ça veut dire que demain, si je me retrouve dans une posture où je rencontre une autre personne, je vais faire différemment. Mais je viens d'apprendre quelque chose parce que j'ai d'abord rencontré quelqu'un et ça ne s'est pas bien passé. Donc, il faut toujours chercher le feedback. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Quelles sont les leçons que je peux garder avec moi ou je peux capitaliser? C'est quoi? Donc, ce n'est que l'action, malheureusement. On peut parler et encore parler. Mais si on ne passe pas à l'action, rien ne va se passer. C'est ça la réalité. Rien. Sans action, rien ne se passera. Alors, peut-être pour avancer, est-ce que si tu devrais revenir en arrière à tes 20 ans, quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir? Un conseil, tu te dis peut-être que si j'avais reçu ce conseil-là, ma vie aurait pris une autre direction. C'est que Bénédicte, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Je pense que si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais fait des choses plus tôt. Et la réalité, c'est que je suis devenue enseignante parce que, par amour, déjà pour les étudiants, mais parce que je voulais aussi transmettre ce que moi, je n'ai pas reçu lorsque j'étais plus jeune. Et je me suis dit, en termes d'investissement, je pense que je gagnerais à transmettre l'information aux plus jeunes, mais aussi à leur dire que c'est possible, qu'ils soient capables de pouvoir rêver dès le banc de l'école. Parce que ce n'est pas après. Non, qu'ils soient capables même d'harmoniser déjà un certain nombre de choses. Mais là, c'est maintenant la perspective de développement personnel. Ouais. Donc, j'enseigne des matières spécifiques, mais j'introduis du développement personnel pour que les jeunes soient capables de prendre des décisions qui soient éclairées à la lumière d'un certain nombre de choses. Ça, j'aurais voulu qu'on me dise lorsque j'avais 20 ans. Est-ce que, enfin, c'est mon impression. J'ai l'impression que les Africains sont réfractaires au développement personnel. À tout dès qu'on parle du développement personnel, dès qu'on dit il faut lire des livres, etc., ils sont plutôt... voilà, ils sont pas excités, à contrario à ce qu'on voit aux États-Unis, des personnes, des milliers de personnes assistent à des séminaires, assistent à des conférences. Mais lorsqu'on vit en Afrique, on a plus l'impression que c'est uniquement lorsqu'on parle
de comment gagner de l'argent, que les gens viennent assister aux conférences. Je sais pas. Dis-moi, toi qui es sur le terrain, toi qui formes, est-ce que tu le perçois ainsi? Je le perçois et bon, moi je peux l'expliquer par la culture. Tu as pris l'exemple des États-Unis. Il faut dire que tout ce qui est développement personnel est né là-bas. Et il y a bien des années. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui s'est fait. Lorsqu'on parle de développement personnel aujourd'hui, je veux le circonscrire au Gabon parce que je n'ai pas la prétention de connaître d'autres pays africains. Ça fait pas longtemps qu'on parle de notion de développement personnel. Ça fait vraiment pas longtemps. Donc j'estime derrière qu'il y a un travail de pédagogie encore à faire. Mais une fois qu'on a compris nos priorités, beaucoup de choses changent et le déclic se crée. Quand on a compris les priorités et la nécessité de pouvoir investir sur soi, mais ça va devenir en fait limpide. Quelqu'un qui sait que si je ne lis pas et je suis devant des personnes, ça me jouer des tours. Parce que lorsque vous êtes devant des personnes et que vous parlez, à ce moment-là, vous êtes l'expert. Et l'expert ne peut pas faire sortir des conneries, désolé du mot, mais si ce que vous dites ne tient pas la route, vous perdez en termes de crédibilité. D'où la nécessité de lire, de confronter vos idées avec les idées d'autres personnes intelligentes qu'on va retrouver dans les livres. Mais ça va au-delà des lectures, de suivre des séminaires. Aujourd'hui, on a YouTube où vous pouvez suivre des séminaires en ligne. Tout ce que vous apprenez reste dans un coin de la tête, ça ne sort pas. C'est de la connaissance. Et au moment où vous aurez besoin, ces informations-là vont réjaillir. Donc, la culture, oui, mais il faudrait que l'on insiste sur la nécessité justement de tout ce qui est développement personnel, parce qu'à la fin de la journée, c'est pour notre intérêt. Tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment la capacité de pouvoir investir sur soi, pour être capable de pouvoir atteindre non seulement des résultats au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, mais dans un investissement qui soit émotionnel. Vous savez, si vous êtes dans un poste à responsabilité, vous êtes short temper, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, vous serez très vite viré. Quand vous devez gérer 100 personnes et que chacun arrive avec ses émotions, et vous êtes un patron qui est à fleur de peau, vous n'avez pas travaillé sur votre développement émotionnel, ça pose problème. Si vous n'avez pas travaillé sur votre développement personnel et que vous êtes encore au niveau 1 et vous aspirez au niveau 10, vous ne pouvez pas porter une chaussure. Bon, on prend l'exemple d'une chaussure. Vous chaussez du 40 et vous allez prendre une chaussure 30. Comment est-ce que vous allez marcher? Impossible. Impossible. C'est ça la nécessité du développement personnel. Comment je fais pour m'améliorer? Je peux avoir des ressources internes. Tout ce qui est potentialité, tout ce qui est don que j'ai, tout ce qui est talent. Mais je ne suis même pas consciente en fait que je peux utiliser ça. Non seulement pour servir le monde, mais aussi pour gagner de l'argent avec ça. Mais enfin, ça veut dire que je suis un diamant à l'état pur et si je décide de rien faire, bien, je meurs avec ce diamant-là. Conclusion, vous avez vécu une vie en fait, vous étiez là, mais en réalité vous n'étiez pas là. Et je voudrais vraiment saluer la qualité du travail que vous faites parce qu'à travers ce genre de plateforme, finalement, il y a beaucoup plus de prise de conscience de ces personnes qui regardent ce genre de programme et qui se disent « Ah, mais je gagnerais à pouvoir investir dans tel ou tel domaine. » Merci à l'équipe qui m'accompagne. Vous faites du bon boulot, les gars. Voilà, c'est justement pour dire... tu sais, quand tu as dit « Lorsqu'on prend la parole, on devient un expert », et je me souviens de cette citation de Les Brown qui a dit qu'une fois que vous ouvrez la bouche, vous dites deux choses. Vous montrez aux gens qui vous êtes et vous montrez également combien de fois vous êtes intelligent ou ignorant. Et donc, il faut absolument investir en soi, en lisant des livres, en faisant des formations. Et parfois, aujourd'hui, ça ne coûte rien de se former. Voilà, aujourd'hui, tu enseignes,
dans des grandes universités et tout. Et, tu fais des formations. Quels sont les conseils que tu as appris auprès de tes mentors que tu aimerais transmettre aux personnes plus jeunes que toi, à la prochaine génération? Ben, la première chose, je pense que dans un des éléments de réponse tout à l'heure, j'ai utilisé l'authenticité. Ne soyez pas une personne que vous n'êtes pas. Soyez authentique, soyez vous. Je pense que c'est la base. Lorsque vous êtes une personne fausse, les gens peuvent sentir que vous êtes une personne fausse. Et le mal de, que ce soit notre génération ou bien du monde, je veux mettre ça comme ça en gris, c'est que on veut être des personnes que nous ne sommes pas. Et on veut aller à des endroits où, je vais utiliser Dieu, où Dieu ne nous attend pas. Ça veut dire que vous avez vu quelqu'un faire du coaching, vous vous dites, parce qu'elle fait du coaching et qu'elle brille, moi aussi je veux aller là-bas. Mais vous n'êtes pas attendu là-bas en fait. Vous avez vu quelqu'un jouer au football, parce que la personne semble bien gagner sa vie, vous dites, moi aussi je veux aller là-bas. Mais on ne prend pas le temps de pouvoir s'asseoir, de pouvoir se poser les bonnes questions. C'est quoi ma mission de vie? Je suis là pour faire quoi? Et chacun gagnerait à se poser cette question-là. Je suis là, c'est pour quel intérêt spécifique? Ma partition, en fait, c'est quoi? Parce qu'une fois que vous avez trouvé votre couloir, vous aurez tendance à être aligné. Mais si vous voulez emprunter le couloir de l'autre, ben, vous allez commencer la marche et puis vous allez vous essouffler au bout. Mais lorsque l'autre est dans son couloir, elle marche, elle marche, elle marche, la personne marche, marche, elle a l'impression de pouvoir s'essouffler. Lorsqu'elle va se ressourcer, elle revient. Et on ne comprend pas forcément la longévité. Pourquoi elle a 10 ans, pourquoi elle a 15 ans? Et puis il y a d'autres qui sont venus, qui ont juste fait 6 mois et puis ils ont dit, ah, le truc là, c'est trop difficile, c'est trop dur. Pourquoi? Parce qu'on veut être à des endroits où nous ne sommes pas attendus. Donc chacun doit identifier son authenticité. La deuxième chose, ce sont les valeurs. Les valeurs sont des choses auxquelles nous croyons profondément, auxquelles nous sommes attachés et qui vont dicter notre manière de faire un certain nombre de choses, qui vont dicter même nos choix. Pourquoi on décide de faire ça et pas ça? Et chacun doit être capable de pouvoir identifier ses valeurs. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Et les valeurs sont que je sois dans cet espace où nous sommes en train de tourner cette émission, ou que je sois en France, aux États-Unis, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Lorsque je pose une question à quelqu'un, est-ce que vous pouvez me parler de Bénédicte ou est-ce que vous pouvez me parler de Clette? Il y a des similitudes qui vont ressortir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une personne dans un environnement et une autre personne dans un environnement. Non. Partout où vous allez, vous êtes la même personne. Et lorsqu'on décide de demander aux personnes qui vous entourent, est-ce que vous pouvez parler de telle personne, du vocabulaire ou des mots qui vont ressortir, il y aura une certaine, cohésion où les mots vont s'emboîter, similitude, tout simplement parce que vous avez réussi à identifier que lorsqu'on parle de moi, en termes de branding personnel, qu'est-ce que je voudrais que l'on retienne de moi? Ben, c'est parce que vous avez identifié que les autres vont identifier que voici, c'est son couloir. Tout ce qui est confiance en soi, c'est son couloir. Tout ce qui est bénévolat, c'est quelqu'un qui investit dans le bénévolat. Tout ce qui est développement de l'être humain, c'est quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce sont des choses pour lesquelles vous vivez. Et que ce soit à travers vos réseaux, que ce soit à travers vos actions sur le terrain, ou à travers même les discussions que vous avez de one-on-one, il y a des éléments qui ressortent. Donc, je parlerai d'authenticité, de trouver ces valeurs, du moins de pouvoir les identifier. Donc, authenticité et puis identifier vos valeurs. Soyez authentique, identifiez vos valeurs, trouvez votre voie. Avant la dernière question, où te retrouver? Quels sont tes prochains projets? Comment se connecter avec toi? Comment se connecter avec Bénédicte Kessani? Déjà sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn, je suis présente. Quels sont les projets? C'est toujours continuer à investir sur BK Consulting. Donc nous faisons beaucoup de formations, nous faisons beaucoup de renforcement de capacité.
nous organisons des team building en entreprise et nous faisons du coaching, que ce soit en individuel ou encore de manière groupée. Donc, l'intention, c'est toujours d'investir dans tout ce qui est le développement de l'être humain de manière générale. Donc, cet investissement-là, voilà. Alors, il y a une dernière question qu'on pose à nos invités et je crois qu'elle est prête à la répondre. Et je crois que tu en es consciente. Nous quitterons tous la Terre. Quel est le message que tu aimerais que l'on retienne de toi après ton passage sur la Terre? Wow! Le message que je voudrais que l'on retienne de moi, c'est que j'ai vécu une vie de contribution. Une vie de contribution par rapport à ces choses qui me sont chères, telles que l'éducation et le développement des personnes, le développement des compétences. Et je voudrais emprunter cette citation qui dit « Chaque génération, et c'est Frantz Fanon qui le dit, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de remplir la mienne. Et remplir ma mission, c'est investir dans tout ce qui est éducation. C'est investir dans tout ce qui est développement du potentiel, que ce soit des jeunes ou des femmes. Et c'est également investir dans des causes qui me sont particulièrement chères, telles que la promotion de la lecture chez les plus jeunes, la promotion de bonnes valeurs, telles que le partage, l'importance du respect de soi et d'autrui, et surtout la responsabilité des études. Donc, s'il y a vraiment des éléments que je voudrais que l'on retienne, mais tout tourne autour de l'éducation, ce serait que j'ai vécu une vie de contribution dans l'éducation. Une vie de contribution dans l'éducation. Merci de nous avoir reçus, d'avoir participé à cette conversation. C'était un réel plaisir pour nous de t'avoir écouté. Je respecte et j'admire beaucoup les personnes qui ont décidé de tourner le dos à la masse et de diriger. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir le faire, et au travers de ce que tu fais, voilà, tu ajoutes énormément de valeur aux personnes qui sont autour de toi, aux personnes que tu formes. J'aimerais t'encourager à faire plus que ce que tu ne fais, à impacter et influencer plus de monde. Ben, merci encore pour l'invitation. Ça a été un réel plaisir de partager un bout de moi, parce que c'est ça, un bout de moi avec toutes les personnes qui auront l'opportunité de regarder cette vidéo. Et je te souhaite plein succès. Merci et beaucoup. surtout beaucoup de courage dans ton engagement, qui est d'apporter de la valeur à tous ces terriens. Voilà, merci encore. On espère y arriver. Alors, n'oubliez surtout pas, les amis, faites partie de la communauté en partageant et en vous abonnant sur la chaîne YouTube. Vous connaissez comment l'algorithme marche. C'est comme ça que cette chaîne sera suggérée à d'autres personnes. Et n'oubliez surtout pas que nos 2 livres sont disponibles. Le leadership personnel expliqué à tout le monde. La beauté et les dangers des relations. Découvrez comment les relations affectent votre vie et comment vous pouvez tirer profit d'elles sur Amazon, sur le site Église Shop. On se retrouve à la prochaine conversation. Bye bye. Storybox Audio. Storybox Audio.